Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le sujet a été plus d'une fois traité dans votre émission Les Grands Dialogues, mais voilà que nous y revenons et c'est l'actualité qui nous y oblige. Le sujet, c'est l'insécurité au nord du Mali, précisément dans la région de Tombouctou. Pas plus tard qu'hier dimanche, la ville a enregistré un nouveau cas d'assassinat. Des hommes armés à bord d'un véhicule ont donc ouvert le feu en fin d'après-midi, tuant devant leur domicile 2 personnes, dont un élément de la garde nationale. Une enquête est ouverte. A-t-elle des chances d'aboutir? Qui serait derrière ces assassinats? S'agirait-il de règlement de compte? Pourquoi leurs auteurs sont rarement retrouvés? Que faire pour mieux sécuriser la zone? Nous allons adresser ces questions et bien d'autres à nos invités qui sont donc au nombre de 3. Il s'agit de Yaya Tandina, il est journaliste à Tombouctou, Mamadou Douara, sociologue, présent dans ce studio, et Nuhun Togo, pareil, il est lui aussi présent dans ce studio, il est ancien chargé de mission au ministère de la Défense. Cette émission vous est présentée par Seydou Fama. Le grand dialogue. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais en introduction, Tombouctou est une région qui a été assez éprouvée ces derniers temps avec les attaques qui se sont répétées. Il y a eu beaucoup d'attaques de véhicules, mais aussi des assassinats. 2 personnes, dont un élément de la garde nationale, ont été froidement abattues devant leur domicile hier dimanche. Alors, tout de suite, direction Tombouctou, où se trouve Yaya Tandina. Il est journaliste là-bas sur place. Yaya Tandina, que pouvez-vous nous apporter comme précision par rapport à cet événement tragique? Oui, bonsoir aux collègues qui sont sur place dans ce studio Tamani. Et salut à l'ensemble des auditeurs également. Effectivement, hier dimanche, à pareil moment vers 18h, donc des individus à bord d'un véhicule, une Toyota Pick-up, avaient passé dans ce quartier d'Avaregou où ils avaient trouvé un élément de la garde arrêté avec son frère et plus un troisième. Donc les 2 ont été ont été abattus par ces assaillants, mais le troisième a été épargné. Donc toute chose qui ne prouve à suffisance que c'est des assassinats ciblés. Et voilà, donc des enquêtes sont ouvertes et nous souhaitons que ça puisse rapporter ses fruits, pas comme les autres qui ont jusque-là pas de suite. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune trace des assaillants pour l'instant? Pour le moment, aucune identification et les motifs ne sont pas connus. Donc, mais toute chose qui laisse quand même les Tombouctiens sur leur faim. Beaucoup pensent que c'est généralement la fin de la guerre parce que c'est le règlement de compte. Alors, c'est une étape aussi de la guerre. Donc là, nous allons en vivre un beau temps là-dedans. Ce genre d'événement, ça marque les esprits. C'est sans doute le choc au niveau de la population là-bas à Tombouctou? Effectivement, ça a vraiment joué sur la ville parce qu'à partir de 19h déjà, toute la ville était calme. Les activités étaient en vue, mais qui ont été automatiquement stoppées. La ville était en deuil parce que le jeune garde là était connu. Il est ressortissant d'Arawan, mais basé à Tombouctou, très populaire. Et donc, son assassinat a beaucoup affecté les populations de Tombouctou. Alors, nous retournons dans ce studio, nous nous adressons d'abord à vous, Mamadou Douara, vous qui êtes sociologue. Cet assassinat vient une fois de plus confirmer que l'insécurité demeure une préoccupation majeure à Tombouctou, n'est-ce pas? Effectivement, cette insécurité demeure une préoccupation majeure à Tombouctou, mais aussi partout dans ce pays. Partout, je profite pour rappeler que juste il y a quelques jours, un officier supérieur, pratiquement l'une des premières personnalités de la plateforme, ressortissant aussi de Tombouctou, a été agressé à son domicile par des hommes armés qui ont tiré sur lui à bout portant. Heureusement, il a pu résister et c'est par l'aide de sa femme, il a pu arrêter les gens et les transmettre à la sécurité d'État. Donc, c'est vraiment des assassinats ciblés. Et comme hier Tandina l'a dit, c'est une étape de la guerre. On a vu que... Mais le cas que vous venez de signaler, il faut qu'on le rappelle aux auditeurs, c'était ici à Bamako? C'était ici à Bamako, justement. Ça ressemble un peu à la tentative d'assassinat du général Ould Mejdou. Ça ressemble aussi à la tentative d'assassinat du général Gamou à Niamey. Et il faut rappeler qu'à chaque fois, ces interventions ont lieu quand le processus de paix
trouvent un peu plus d'espoir. C'est-à-dire que quand les groupes réfractaires, n'est-ce pas, à la paix s'affaiblissent sur le terrain, on assiste très généralement à ces actions ciblées contre des personnalités qu'on considère comme étant décisives dans le processus, qu'on essaie d'éliminer. Donc ça, c'est à la fois un signal négatif et positif. C'est négatif en ce sens que... Négatif en ce sens que les actions deviennent des actions ciblées sur des individus qui ne sont pas forcément toujours préparés pour y répondre. Positif en ce sens que c'est un signal qui nous montre que de l'autre côté c'est faible. C'est le moment de redoubler d'efforts pour que la paix puisse être concrétisée. Nous, Togo, ce genre de situation, ça ne peut aucunement rassurer les populations. Oui, ça ne peut pas rassurer le peuple malien parce que la communauté internationale, ce qui s'est passé aujourd'hui à Tombouctou, c'est inquiétant. Il fallait s'attendre à ça parce que c'est un travail, ils vont continuer à créer, à déstabiliser, à créer les conditions de psychose au niveau de la population pour effrayer toujours les habitants du Nord, précisément de Tombouctou. C'est pas la première fois, comme vous vous souvenez, avec l'assassinat des journalistes de la radio, ils sont partis jusqu'au niveau des radios pour tirer à bout portant sur les gens et aussi continuer. Donc c'est une stratégie pour créer des psychoses, pour dire que tout simplement nous sommes là jusqu'à présent, si vous pensez réellement que nous sommes affaiblis. Mais en termes de stratégie, c'est que nous savons, en général, si les groupes sont faibles, donc ils n'ont pas d'autre recours que de créer des psychoses et de créer de la terreur sur les gens, pour créer toujours des paniques, pour que les gens puissent dire qu'effectivement ils ne sont pas loin, ils peuvent riposter à tout moment. Mais je pense que les gens doivent être très sereins et le travail doit continuer de façon professionnelle à créer les conditions pour que les uns et les autres puissent être rassurés. Mais je sais que ce n'est pas des choses très faciles avec Barkhane aujourd'hui et avec l'armée malienne. Tant qu'on n'arrive pas à créer les conditions pour sécuriser, pour faire en sorte que ce cantonnement soit rapide et qu'on arrive à sécuriser les gens et désarmer les gens, le combat ne sera pas facile et continueront à créer beaucoup de problèmes. Nous retournons donc à Tombouctou pour retrouver Yaya Tandina. Il est journaliste sur place, je le rappelais. Alors, Monsieur Tandina, qu'est-ce qui peut motiver ce genre d'action, surprendre des personnes devant leur domicile, les abattre froidement? Bon, vous savez, dans la plupart des cas, quand c'est des militaires, généralement, ils reçoivent aussi des messages de menaces. Et comme ce fut le cas hier, et comme ce fut le cas également avec le capitaine Hamata, et ils avaient déjà reçu ces messages de menaces pour leur dire qu'ils arrêtent leurs activités, sinon, un beau jour, ils finiront leur séjour ainsi. Donc, moi, je crois que dans un premier temps, il n'y a pas en réalité une vraie stratégie à adopter parce que nous savons déjà que soit ils sont parmi nous, soit ils ne sont pas loin, en tout cas. Mais aujourd'hui, la stratégie à adopter, c'est que ce soit du côté des groupes armés qui ne sont pas cantonnés, que ce soit du côté aujourd'hui de l'armée qui est impuissante à couvrir tout le territoire, et il faut s'attendre toujours à des situations pareilles. Mais ce qui est déplorable, c'est que de toute façon, comme l'a souligné tout de suite M. Douara par rapport aux collègues de la radio, là il y a eu une enquête qui a été ouverte, mais jusque-là il n'y a pas eu d'issue, on n'a pas connu l'auteur, sinon les auteurs, mais ça continue également comme ça avec Hamata, il y a eu des règlements de compte entre des tribus. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça va provoquer, c'est que sur ce garde-là aussi est issu d'une tribu aussi qui est prête également à se défendre. Donc nous craignons des aspects comme ça qui poussent la guerre à aller loin où on ne pourra plus maîtriser. Alors, il paraît que les deux hommes en question avaient pris part quand même à une rencontre là. Je n'ai pas compris. Il paraît que les deux hommes avaient pris part à une rencontre qui avait lieu peu avant le tragique événement. Oui, effectivement, parce qu'ils venaient même d'une rencontre qui s'est tenue des ressortissants de Arawan. Donc, eux, ils venaient parce que des informations que nous avons reçues, ils sont arrivés vers 16h. Lui, il s'est reposé. Et juste après, maintenant, lui et son frère ont été assassinés. Mais à savoir maintenant, quelle est la raison pourquoi son frère civil a été assassiné, s'il est mêlé de près ou de loin,
Est-ce que c'est parce que lui, il a pu repérer, parce que là aussi c'est une stratégie, généralement de ces gens qui font de telles opérations, il faut éliminer aussi les témoins, sinon il risque de repérer soit le véhicule, soit les auteurs mêmes. Donc en réalité, ça jusque-là, peut-être les enquêtes le prouveront. Nous attendons quand même ces jours pour voir clair. Mamadou Diawara, selon vous, qu'est-ce qui peut motiver d'abord ce genre d'action? Alors, merci beaucoup. Je voudrais quand même appuyer ce que Tandina a entendu dire tout à l'heure. Nous savons qu'en dessous du conflit qui oppose certains groupes à l'État du Mali, il y a, n'est-ce pas, le conflit plus profond qui est une bataille entre les différentes communautés sur le terrain. Et cette bataille est fondée beaucoup plus sur l'émergence des mécanismes endogènes de gouvernance qui a eu lieu après l'absence de l'État. C'est le cas entre Imrad et Foras qui nous enlise le processus de mise en œuvre de l'accord à Kidal. C'est aussi le cas dans la région de Tombouctou entre certaines communautés. Il y a des communautés qui résistent au diktat de d'autres. Et ce conflit entre communautés porte un peu la question. Celui qui a été agressé ici à Bamako, nous savons qu'il y a un conflit interne au sein de la communauté arabe de positionnement dans le processus de mise en œuvre de l'accord qui est à la source, n'est-ce pas, de son agression. Ceux qui ont été attaqués à Tombouctou, on vient de le dire tout à l'heure, ils viennent d'une rencontre communautaire. Et suite à ça, n'est-ce pas, ils ont été ciblés et éliminés. Donc ce sont les conflits communautaires qui sont en train, n'est-ce pas, de se manifester par les règlements de compte qui sont d'ordre ethnique ou communautaire. Maintenant, il y a une stratégie à développer. C'est l'État qui doit développer la stratégie, c'est la société civile qui doit accompagner et la communauté internationale qui doit renforcer. Il faut travailler sur les conflits intercommunautaires, il faut travailler à réunir les communautés pour qu'elles puissent se parler et mettre fin à ces hostilités, parce que sinon, on va avoir cette nouvelle guerre à laquelle on va faire face. Mais si le conflit se transfère à ce niveau, ça veut dire que la première étape est en train d'être gagnée. C'est ça, en fait, le signal fort qui en ressort. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'on a conscience du fait qu'il faut ce genre de rencontres sur laquelle vous insistez à tous les niveaux? Oui, il le faut. Par exemple, vous voyez, il y a eu tellement d'enlèvements qu'on appelle ça, des Iborolitaines. Oui, vous l'avez dit, il le faut. Mais est-ce qu'au niveau, par exemple, des autorités, que ce soit locales ou alors au niveau même de Bamako, est-ce qu'on a conscience de cette nécessité? Bon, je pense qu'il y a des efforts en cours. Il y a des efforts. Il y a le haut représentant du président de la République qui est en train de faire des efforts pour créer des espaces d'échange entre les communautés. Par exemple, sur le cas de Kidal, je sais aussi que la société civile a des initiatives pour réunir les communautés et les parler. Il y a également les femmes, je sais, de la plateforme et de la CEMA, en tout cas les présentes au niveau national, qui fournissent des efforts très, très importants pour amener les différentes parties à discuter et dialoguer. Maintenant, il faut que ces initiatives un peu éparses puissent être appuyées et peut-être même coordonnées pour avoir un résultat significatif. Studio Tamani, on se retrouve pour la suite de ce débat dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Comment expliquer ce genre d'assassinat-là? La question a été adressée à vous, M. Diawara. Vous y avez répondu de même qu'il y a Tandina depuis Tombouctou. Maintenant, nous allons vous écouter. Nuhu Togo, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui peut motiver ce genre d'action? Bon, ce qu'il faut se dire, ce qui se passe aujourd'hui à Tombouctou, au niveau communautaire, ce qu'il faut savoir, Tombouctou, c'est des Arabes. Depuis 1992, le moment où Tombouctou tombait après le coup d'État, il n'y a pas eu de tir de feu, l'armée n'a pas tiré à Tombouctou, c'est qu'on était obligé de replier. Vous parlez des événements de 2012? Oui, de replier, donc en 2012, donc c'est les Arabes qui ont voulu sécuriser avec les éléments de... le général Ould Meddou, donc ils ont fait un travail pour sécuriser, mais aujourd'hui ce qu'il faut se dire, il y a effectivement, si on analyse profondément la chose, on trouve qu'il y a des divergences entre les Arabes, chacun cherche à contrôler pour la gestion future des localités, et donc ce qui crée ces problèmes-là, donc il y a souvent des règlements des comptes. Mais je dis, avec tout ça, il faut gérer avec sérénité, et l'armée doit prendre les contrôles, et l'armée doit s'imposer, les forces armées doivent se redéployer, et les forces armées, les patrouilles
avec la MINUSMA et Barkhane doit être renforcée pour mieux sécuriser la population, limiter les départs des vas-et-vient des véhicules au niveau de Tombouctou et contrôler l'ensemble de ces sorties pour mieux sécuriser la population pour que ces genres d'assassinats ne continuent pas. Tandina, vous l'avez déjà dit, il y a eu déjà beaucoup d'autres assassinats, beaucoup d'autres attaques. Des enquêtes ont été ouvertes. Ça va être le cas pour l'acte odieux de dimanche. Peut-on espérer qu'elle va aboutir, cette enquête qui vient donc d'être ouverte? Bon, c'est notre plus grand souhait si ça aboutisse, mais vous savez, c'est difficile parce que d'abord, la première crainte des populations, c'est de collaborer et donner certaines informations après et qu'on voit le malfrat encore relâché. Et c'est des aspects auxquels les populations sont confrontées en ce moment. C'est pourquoi il n'y a pas une sincère collaboration. Et il y a des petites informations légères qui sont données par-ci, par-là, mais généralement, ça aboutit toujours au relâchement des auteurs et qui finalement mettent en danger ces populations qui dénoncent. C'est vrai, il y a des stratégies pour dénoncer, il y a des façons de faire, mais les populations ne peuvent pas comprendre qu'à chaque fois qu'il y a des arrestations, et après on revoit les mêmes auteurs encore vivre avec eux, et finalement c'est comme ça. Vous voulez dire que les populations ont désormais peur de dénoncer? Voilà, exactement. Sinon, dans un premier temps, les populations collaboraient sincèrement, mais actuellement, je ne peux pas dire que la collaboration elle est franche parce que c'est par peur. C'est par peur, et surtout qu'on sait qu'il y a une grosse liste qui circule, qui fait des menaces, même si les noms ne sont pas sur la liste, mais c'est des structures, c'est quand on vous dit, bon voilà, nous finissons avec tous ceux qui collaborent avec Barkhane, avec le gouvernement malien ou autre. Ensuite, nous allons attaquer tous ceux qui sont contre nous, nos intérêts. Voilà, c'est des messages comme ça qui passent. Donc, si nous le faisons, les populations commencent à prendre peur, et ce qui va empêcher certainement aux enquêteurs d'apporter des résultats, c'est un peu difficile. Vous l'avez dit plus d'une fois ici dans ce studio, vous n'êtes pas le seul à le faire d'ailleurs. Vous avez tous insisté sur la nécessité de la collaboration des populations. Alors quand celles-ci commencent à prendre peur de dénoncer pour ne pas s'exposer à des risques, est-ce que cela ne constitue pas un danger? Mais justement, le grand défi auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est la coopération civilo-militaire pour la prise en charge des défis sécuritaires. Il y a effectivement des plaintes multiples qui ont été portées par la population civile de Tombouctou particulièrement pour ce qui concerne les dénonciations. Il y a dans la communauté arabe, pour suivre un peu ce que Kassim disait tout à l'heure, comment dirais-je, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de fausses déclaration. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Ça reste à vérifier. Il y a beaucoup de gens aussi qui se plaignent que voilà, ils ont fait des déclarations après les personnes en question ont été libérées et des règlements de compte ont eu lieu. Dans la région de Mopti, c'est très présent. Tombouctou, c'est très présent. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, tout ce tohu-bohi ne trouve sa source que dans un seul élément, l'absence de l'État. C'est pourquoi je le rejoins tout à l'heure quand il disait qu'il faut qu'on accélère ce processus de DDR, ce processus de cantonnement. Parce que tant que cela n'est pas fait et que l'armée malienne puisse être redéployée sur le terrain et qu'elle soit seule maître du terrain, il y aura toujours des failles dans le système qui permettront à des bandits de rôder. Parce qu'aujourd'hui, une fois que vous dépassez Mopti, vous allez rencontrer à chaque bout de chemin, vous rencontrez une 4x4 remplie d'hommes armés avec un drapeau Gatia. Après, vous allez trouver des gens avec un autre drapeau blanc. Vous retrouvez Barkhane, vous allez retrouver l'armée malienne. Il y a tellement d'acteurs sur le terrain et la coordination fait souvent défaut. Donc aujourd'hui, il faut accélérer ce processus parce que le processus de DDR, c'est lui qui va permettre définitivement de soustraire de l'environnement sécuritaire tous les acteurs qui ne sont pas l'État et les acteurs formels. Et en ce moment, tout autre acteur qui sera vu, il pourra immédiatement être appréhendé et combattu. Aujourd'hui, il est difficile de faire la différence. Même les attaques qui ont eu lieu, l'attaque de Boni qui a eu lieu, quand on regarde la position stratégique de Boni entre Douanza, Hombori, Kossi, Sévaré, il est difficile que des gens puissent passer, aller attaquer un tel poste si cette confusion n'existait pas. Ouais. Parce que les filtres sont là, les points de sécurité renforcés sont là. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce que quand je rencontre un groupe, il suffit qu'ils me sortent le drapeau Gatia et puis bon voilà. Ou le drapeau du Mali. Ou le drapeau du Mali et puis c'est fini.
Est-ce que vous voyez? Donc il faut vraiment qu'on accélère. Le défi aujourd'hui, c'est qu'on accélère ce processus. Que l'État soit de retour et que l'armée puisse garantir à tout le monde un service de sécurité. Alors, nous, au Togo, on demande aux populations de jouer leur partition. Mais je crois qu'il y a une condition à cela. C'est pas facile. Là où ils sont pas faciles parce que chacun souhaite vivre longtemps. Parce que vous savez ce qui se passe aujourd'hui, tu dénonces ces hommes, ils sont mieux informés. Souvent, là où on donne l'information, ils ont des éléments là-bas qui te disent carrément, qui disent au groupe que nous avons reçu de la part de M. Tan qui vous a dénoncé. Alors, moi, Jouara le disait d'ailleurs, c'est vrai qu'il peut arriver que quelqu'un dénonce quelqu'un d'autre croyant qu'il peut être impliqué dans telle ou telle chose. Mais même si ce n'était pas le cas, après tout, c'est une information qui doit rester secrète. Mais normalement, mais vous savez ce qui se passe aujourd'hui au Mali, même ce qui se passe à Koulouba aujourd'hui, demain, vous avez l'information. Alors donc, en termes, parce qu'on parle trop, souvent on donne des informations là où il ne faut pas donner. En termes de sécurisation, ça pose problème. Aujourd'hui, c'est qu'au niveau de l'information au nord du Mali, c'est très facile parce qu'on ne sait pas qui est qui et donc c'est pas facile de gérer et la confidentialité de l'information. Donc c'est qui crée des problèmes aujourd'hui. Tout ce qu'au départ on commençait à donner des informations et ils ont reçu des menaces, d'autres ont été abattus. Oui. Alors donc ça c'est des preuves qui existent. Parmi lesquels des chefs de village. Des chefs de village. C'est tout traditionnel. S'ils ont été menacés, ça veut dire qu'on a fait savoir aux personnes qui sont impliquées que la dénonciation venait d'eux alors. Mais non, c'est ça la question. Souvent même la façon de communiquer, on sent très bien que l'information, d'où vient l'information, parce que souvent la façon de gérer des choses. Et donc nous avons vu au nord du Mali, souvent même ceux qui se déplacent pour aller acheter des bétails, là où ils achètent des bétails, souvent les services de renseignement, d'autres les donnent des puces, ils mettent sur les bétails, ils sont ciblés souvent par Barkhane ou les autres, mais si on abat donc la personne sait très bien là où ils ont acheté les bétails, et donc les rebelles se retournent directement contre eux. Alors finalement, les sources ne sont pas sécurisées. Souvent les gens donnent des informations et 2 jours plus tard, ils sont abattus. Finalement, pour se sécuriser, ils se disent donc franchement, je ne me mêle pas parce que c'est pas mon problème. Finalement, je préfère rester très loin pour vivre. Alors donc, ce qui se passe au niveau de l'administration aussi, que l'administration retourne rapidement. Il y a beaucoup de localités aujourd'hui vers Tombouctou, il n'y a pas il y a pas de préfet, il n'y a pas de sous-préfet. Et donc tout le monde est laissé pour compte. Et donc c'est eux les chefs, c'est eux qui gèrent les localités et c'est eux qui commandent. Alors donc ils peuvent rentrer et sortir. C'est pour cela que je dis, si il y a eu le cantonnement aujourd'hui, on peut limiter les va-et-vient des véhicules. On sait. Par exemple, il y a eu des attaques. Ils sont venus par véhicule 4x4 et après ils sont ressortis. Mais si réellement on avait donc les moyens de contrôler l'ensemble des rentrées et sorties, et donc je pense qu'on peut limiter ces assassinats-là. Yaya Tandina, vous avez effleuré la question. Certaines sources soulignent que les 2 personnes assassinées appartiennent à la communauté arawan de Tombouctou. Elles venaient, vous l'avez d'ailleurs dit, de prendre part à une rencontre. Est-ce que le fait qu'ils appartiennent à une même communauté, ça peut être un paramètre qui entre en ligne de compte? Bon, je ne sais pas si réellement si c'est le cas, mais je crois que c'est généralement la personne qui les intéresse, c'est elle qui constitue la cible principale. Donc moi je ne vois pas pourquoi c'est une communauté qui est ciblée. Ou bien parce qu'il y a eu une réunion communautaire, je ne vois pas ça de ce côté. Alors, ce qui est sûr, je voudrais quand même attirer l'attention... Allô? Allez-y. Ouais, j'ai dit que je voudrais attirer l'attention des uns et des autres pour dire quand même qu'aujourd'hui, presque toutes les structures sont infiltrées par ces gens, effectivement, qui ont des informations, qui savent qui est-ce qui donne ces informations. Et voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça pose vraiment problème pour les populations de faire une franche collaboration. Mais je crois que la solution, elle peut venir seulement du côté du cantonnement. Et quand on parviendra à maîtriser certaines zones, si l'armée parvient à quand même à sécuriser une grande partie, quand je vous dis qu'aujourd'hui à Tombouctou, si vous prenez le cercle de Gundam, c'est beaucoup de communes où vous n'avez même pas un symbole de l'État. Et c'est encore des drapeaux qui défilent là-bas, qui ne sont pas des drapeaux du Mali. Et dans le cercle de Tombouctou également, Ber et Salam aujourd'hui échappent au cercle, donc vous voyez ce que ça fait. Cela veut dire que tant que l'État n'est pas présent, c'est difficile à ce qu'on parvienne à avoir un contrôle de la situation ou avoir des informations fiables. Parce que d'abord, sur le terrain, il faudrait aussi rencontrer ces gens-là, mais effectivement, c'est un peu difficile parce que l'État même ne parvient pas à bouger, à aller au-delà de la ville de Tombouctou. C'est un peu compliqué. Mamadou Diawara, comment expliquer que les structures, les services qui sont là pour lutter contre le banditisme, contre le terrorisme soient infiltrés? Ça devait être plutôt le contraire. Mais vous savez, c'est important de se rappeler d'où on vient.
Parce que les structures qui existent aujourd'hui ont été mises en place sur un principe d'inclusivité. Inclusivité pour fin de réconciliation, lancé depuis le processus de négociation d'Alger. Qui parle d'inclusivité parle de mixité. Et qui parle de mixité parle aussi de porosité. Parce qu'on ouvre à tout le monde et tout le monde a la possibilité d'être là. Il n'y a aucun critère. Donc, du coup, bon, il ne sait pas qu'il n'y a pas de critère, mais le critère, c'est d'avoir tout le monde. Et avoir tout le monde, c'est permettre à tout le monde de savoir ce qui se passe. Donc, ça, c'est un élément important et c'est une étape aussi qui est indispensable dans le processus de paix. Mais ce qu'il faut, c'est de développer un mécanisme d'information et de coopération civilo-militaire qui soit stratégique. Et ça, il faut former des gens pour ça. Heureusement, il y a des structures ici qui sont en train d'accompagner le Mali dans ce sens. Il y a ECAP Sahel qui intervient dans les questions de coopération civilo-militaire. Et je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup là-dessus. Il y a DICAF qui a une grande expertise et qui a essayé d'intervenir au niveau de la société civile pour renforcer les capacités des gens. Il y a beaucoup de structures qui travaillent là-dessus. Il y a la CONACIPAL, il y a NDI qui sont en train d'intervenir pour aider la société civile à développer des mécanismes par lesquels, n'est-ce pas, on peut trouver une coopération fructueuse dans laquelle les gens ne s'exposent pas trop. Maintenant, les services de sécurité doivent développer une stratégie. Déjà, moi, je n'ai pas connaissance d'une loi de protection des témoins. Non. Je n'ai pas connaissance des mécanismes de protection des témoins au Mali, ce qui fragilise considérablement la capacité d'information des services de sécurité sur les défis. Il y a des expériences que nous avons vécues personnellement dans ce sens et qui ne sont pas très encourageantes, mais on n'a pas le droit de perdre espoir et de désarmer. Il faut qu'on s'aide à trouver les bonnes stratégies pour que notre sécurité soit prise en compte. Parce que même quand ce conflit va s'arrêter, on est déjà face à une menace qui exige cette coopération. C'est la menace terroriste. Cette menace terroriste qui va certainement continuer après qu'on ait fini ce processus est une menace qui exige que la capacité des populations à informer les services de sécurité et la capacité de créer une cohérence entre civils et militaires pour prendre en charge les questions de sécurité soit renforcée. Si on ne l'a pas gagné, on n'aura pas gagné cette bataille sur les nouvelles menaces sécuritaires. Alors, nous, Togo, cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses à revoir au niveau de nos services. Non, c'est clair, il y a beaucoup de choses à revoir au niveau pour mieux coordonner. Je suis d'accord avec lui parce que vous savez, aujourd'hui, nos comportements doivent changer, ça va évoluer. On ne sera plus comme avant, dormir comme on veut, se lever comme on veut, sortir comme on veut, se promener comme on veut. La situation doit changer, ça va évoluer parce que les menaces, donc la situation a changé, la situation doit évoluer. Et il faut, parce que dès au départ, donc comme vous l'avez dit, on a mis tout le monde ensemble, tout le monde ne peut pas faire la sécurité. Il faut forcément faire en sorte de faire des tris en termes de sécurité pour créer des conditions de façon très restreinte pour gérer la sécurité nationale. Mais si aujourd'hui, au nord du Mali, à Tombouctou, on veut associer tout le monde au gouvernorat pour discuter avec tout le monde, pour dire avec tout le monde comment nous allons gérer la situation, ça sera très compliqué. Et c'est ces complications-là aujourd'hui qui créent l'insécurité au nord du Mali. Et je pense réellement qu'il faut qu'on se donne la main pour reprendre la situation. Moi, j'ai confiance parce que je sais que c'est un combat de longue haleine. Parce que ça a commencé maintenant, si les Maliens pensent que ça doit finir seulement 1 an ou 2 ans, on se trompe. Parce que c'est un combat qui va durer, parce que la situation a évolué, les camps ont changé, la stratégie doit changer et notre évolution dans le monde futur doit changer. Il faut que les Maliens prennent ça en compte. Désormais, ça ne sera pas comme hier. Absolument, je suis d'accord avec vous. Studio Tamani, on se retrouve dans un instant. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Pourquoi tant d'assassinats non élucidés à Tombouctou? C'est donc la question que nous posons dans votre émission Les Grands Dialogues de ce lundi. Alors, nous avons parlé de l'association à Tombouctou suite à cet assassinat qui a eu donc lieu, et c'était hier dimanche. À présent, cette question que nous adressons en premier à vous, Yaya Tendina, pendant que ce genre d'action, ce genre d'acte continue, comment est-ce qu'il faut maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour rassurer les populations? Bon, il n'y a pas autre stratégie que la sensibilisation doit toujours continuer. Mais la sensibiliser qui? Sensibiliser généralement les leaders communautaires et sensibiliser aussi certaines personnes influentes. Je crois qu'aujourd'hui, Tombouctou a cette capacité quand même de rassembler ces éléments pour pouvoir sensibiliser l'ensemble de ces acteurs dont je viens de citer. Alors, M. Tandela, est-ce qu'il y a assez d'activités initiées dans ce sens?
Bon, d'abord, il y a eu les forces d'armée de sécurité créent ce cadre-là et il y a un moment quand même régulièrement, presque tous les mois, ils font une rencontre avec les communautés pour pouvoir sensibiliser, leur faire comprendre beaucoup de choses et en matière d'information comment collaborer. Mais ces derniers temps, je ne sais pas, il y a une petite rupture où c'est dû aux activités de l'armée. Ensuite, les forces Barkhane également essaient de rencontrer les mêmes communautés, font des sorties, font des actions civilo-militaires. Tout ça, ça rentre dans le cadre de la sensibilisation. Mais moi, je crois qu'il faut laisser les leaders communautaires entre eux-mêmes de se voir et se parler franchement. Parce que nous avons l'habitude de voir qu'on organise des rencontres inter- et intracommunautaires, mais généralement, c'est devenu des sources de... des sources de gagner de l'argent, de se faire de l'argent, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des résolutions qui ont été tirées quand même de ces rencontres, aucune résolution n'a été adoptée et rien n'est fait, tout est déposé dans les tiroirs où généralement ça finit là-bas en queue de poisson. Il y en a plein d'exemples qui sont déroulés ici à Tombouctou. Mais moi je crois qu'on doit franchement avoir un genre de rencontre dans lequel aujourd'hui j'ai dit tous les leaders doivent se retrouver et se parler franchement. Si les leaders décident qu'on négocie avec ceux-là qui ne sont pas d'accord avec le principe, qu'on en parle, et si on ne doit pas le faire aussi, qu'on en parle. Mais pour le moment, on ne parle pas la même voix. C'est ça le problème actuellement à Tombouctou. Alors, Douara, vous avez tous parlé de l'importance de la sensibilisation, mais est-ce que cette sensibilisation, elle est menée de façon appropriée jusqu'ici? Alors, de façon appropriée, c'est difficile, parce que c'est même difficile de définir quelle est la vraie façon appropriée de le faire. Parce que le problème est complexe. Il est complexe, il y a plusieurs points de sensibilisation, il y a plusieurs cibles pour la sensibilisation parce qu'il y a plusieurs types de conflits, plusieurs types de menaces. Mais il y a un leadership qui doit être assuré. Ce leadership doit être assuré et Dieu merci, nous avons eu la belle initiative de créer un ministère de la Réconciliation nationale. Ce ministère de la Réconciliation nationale doit prendre le leadership en termes d'espace d'échange, en termes d'espace de dialogue. Heureusement, également, l'accord a tracé une voie. Il y a une conférence d'entente nationale qui est prévue par l'accord, au cours de laquelle l'ensemble des composantes du peuple malien doivent se réunir pour discuter de l'ensemble des questions qui préoccupent et qui constituent des menaces pour la paix. Je pense qu'il faut que le ministère accélère ce processus pour que la conférence d'entente nationale puisse se faire. Et ça, c'est un élément qui me semble assez important. Maintenant, à côté de ça, c'est vrai, les dialogues inter- et intracommunautaires sont devenus des espaces pour gagner de l'argent, mais la situation dans laquelle nous sommes, si les gens peuvent gagner de l'argent et que ça contribue à la paix, tant mieux. Parce que ça vaudrait toujours mieux que des gens détournent l'argent et que ça n'ait aucun effet. Parce que souvent, les objectifs ont aussi des prix. Et dans une situation comme celle que nous vivons, on n'est pas dans la normalité. L'État n'est pas maître sur le terrain, la situation normale n'est pas là. Il faudrait souvent qu'on compose avec certaines choses et qu'on apprenne à se contenter de ce qu'on a pour atteindre nos objectifs. C'est aussi stratégique. Alors, nous, Togo, cette conférence d'entente en fait, nationale évoquée par les uns et les autres, est-ce un passage obligé pour qu'on puisse atteindre finalement les objectifs fixés? Oui, parce que dans ça, il faut revoir le fondement même de l'État, ça veut dire la réorganisation, même au niveau des forces armées de sécurité. Hein, quel type de l'armée nous avons besoin aujourd'hui? Parce que le débat doit être posé. Est-ce que ces armées que nous avons en Afrique sont capables de nous défendre aujourd'hui? Parce qu'en prenant le cas du Nigeria, en prenant le cas d'autres pays, aujourd'hui l'armée, c'est qu'il y a eu trop de défaites face à l'armée pour la sécurisation des pays. Précisément chez nous au Mali aujourd'hui, est-ce que l'armée que nous avons, l'armée est capable de nous défendre? Ce débat doit être posé au niveau de la conférence et que les Maliens doivent discuter et proposer de façon concrète, de façon en faisant un travail technique, parce que moi je ne suis pas pour des rencontres où il faut amener tout le monde pour applaudir, manger, boire et danser, mais j'ai besoin des groupes, des hommes, des intellectuels, l'ensemble des forces vives de la nation qui se retrouvent ensemble pour travailler de façon technique en proposant par exemple 4 de l'opposition, 5 de la majorité, 5 de la société civile, 5 journalistes, 5 techniciens, 5 intellectuels, 5 historiens, 5 ceci, 5 cela. Donc
ensemble que les gens se retrouvent pour faire un travail de fond d'abord. Et ce travail de fond sera proposé au niveau du gouvernement. Ils vont faire le toilettage. Après, on rencontre région par région, peut-être dégager la stratégie, discuter sur le fondement de la République, quel type de gouvernance nous voulons, quel type de l'armée nous voulons, quel type de sécurité il faut. Donc ce débat peut nous apporter quelque chose pour le changement, pour que le fondement ne soit pas touché. Direction Tombouctou, une fois de plus, Yaya Tandina, que peut-on envisager de façon concrète aujourd'hui pour mieux sécuriser Tombouctou et le reste du Nord? Bon, d'abord, moi, je veux que le MOC soit opérationnel. Je crois que c'est un mécanisme qui a été mis en place sur lequel les populations ont fondé beaucoup d'espoir. Et tant que le MOC n'est pas opérationnel, ce serait difficile quand même assez qu'on puisse... Vous le voyez opérationnel dans les semaines à venir? Bon, pour le moment, en réalité, on ne voit aucun signe, parce que le MOC, c'est le seul véhicule de commandement qui est là, mais le MOC, aujourd'hui, doit regrouper l'ensemble des mouvements plus les forces armées à pouvoir sécuriser ces populations. Et il ne s'agit pas d'une sécurité seulement dans les grands centres, mais nous, tant que les hameaux, les bourgades ne sont pas sécurisés, dites-vous que les grandes villes seront toujours enquiquinées par ces assaillants. Et ensuite, moi, il y a un autre aspect, je dis que on est capable aujourd'hui de sortir hors de l'ordinaire. Hors de l'ordinaire, c'est quoi? Organiser ces rencontres inter- ou intracommunautaires. Effectivement, c'est-à-dire on peut laisser la latitude à ces leaders eux-mêmes de se concerter et voire prendre des dispositions. Et c'est des dispositions qui doivent être prises comme un document de travail et que l'État doit suivre et en ce moment appliquer à la lettre. Mais tant qu'il y a une certaine légèreté, parce qu'aujourd'hui nous savons que puisque l'administration ne couvre pas tout le territoire, il y a certaines faiblesses, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de lois qui ne sont pas les lois de la Constitution de la République du Mali. Voilà, donc je crois qu'il faudrait d'abord que ces gens se concertent entre eux, prennent des décisions, ces engagements qu'ils prennent soient aujourd'hui transformés en loi et qui seront appliqués sur celui qui sort du cadre, ainsi de suite. Voilà. Allez-y, M. Douara. Je voudrais dire quand même, le président de la République a fait une réaction, si je ne me trompe pas, sur RFI, il n'y a pas longtemps, où il disait, n'est-ce pas, que les lenteurs du processus de mise en œuvre de l'accord sont exploitées aujourd'hui par les groupes terroristes et leurs affiliés pour s'aimer la terreur et créer l'insécurité. Donc, ça me permet de rejoindre encore Tandina qui parle de la mise en œuvre, l'opérationnalité du MOC. Vous savez, aujourd'hui, le MOC ne peut pas être opérationnel tant que la guerre à Kidal n'est pas arrêtée. Parce qu'on a demandé à ce que chaque mouvement mette à disposition 200 combattants. 200 combattants de la plateforme de la CMA et du Mali qui ensemble vont assurer le travail, faire les patrouilles mixtes, sécuriser les sites de cantonnement sans lequel on ne peut pas commencer le cantonnement, bien qu'il y ait 3 sites qui soient déjà prêts. Donc, et ces mouvements ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont besoin de ces combattants sur le champ de bataille. Bon, tant qu'on ne fait pas les échanges dont on parle pour amenuiser les conflits les tensions entre les communautés, cet enlisement sera là. Le deuxième blocage qu'il y a, c'est également la question des autorités intérimaires. Même si on la tue aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de tapage là-dessus, la consigne est claire. Les mouvements disent qu'ils ne sont pas prêts à désigner même les membres du Conseil national de la réforme du secteur de la sécurité tant que les autorités intérimaires ne sont pas réglées. Donc ça veut dire que la commission cantonnement ne sera pas mise en place. La CNRSS ne sera pas au complet pour que la stratégie de la RSS soit définie. Donc on est dans un enlisement. La solution, c'est le déblocage de la mise en œuvre de l'accord. Et je vais finir en faisant un focus sur ce que Togo a dit. C'est que, vous savez, l'accord, malgré ses imperfections, nous offre une formidable opportunité. Celle de redéfinir le Mali que nous voulons. Concentrons-nous sur cet accord. Faisons en sorte que sa mise en œuvre soit effective et fournissons les efforts qu'il faut pour qu'à la conférence d'entente nationale, dans le projet de réforme constitutionnelle et dans la réforme du secteur de la sécurité, les idées les plus pertinentes soient mises et que les réformes justes soient obtenues. Parce qu'après ça, le Mali qu'on aura sera le Mali que nous aurons choisi. Si nous perdons cette opportunité, le reste risquera d'être très compliqué. Non, Togo. Très juste, je suis d'accord avec lui. Donc, c'est de faire le travail de façon professionnelle et ensemble qu'on se retrouve pour choisir le Mali de demain.
et que les Maliens se donnent la main pour un travail que tout le peuple malien attend. Parce que moi, je me suis dit aujourd'hui, si on n'arrive pas à faire ce débat et que les Maliens n'arrivent pas à se retrouver, mais je sais que l'impulsion de ce débat, c'est le président de la République qui incarne. Parce que souvent, il y a des débats contradictoires. Les gens disent non parce qu'on ne veut pas le débat. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas le débat. L'initiative du débat, prendre l'initiative du débat, c'est le chef de l'État qui prend l'initiative du débat. Et aujourd'hui, les méthodes pour moi à appliquer pour que nous puissions avoir une très bonne rencontre dans ce domaine-là, il faut faire en sorte d'impliquer tout le peuple malien à travers des composantes, à travers la classe politique, à travers la société civile, tous ceux qui peuvent apporter quelque chose aujourd'hui pour le changement, impliquons-les et donnons la chance au peuple malien ensemble pour que nous puissions faire le travail de façon professionnelle pour que le Mali puisse sortir de cette situation. Nous allons donner le mot de la fin. Le mot de la fin à vous, Yaya Tandina à Tombouctou. Oui, le mot de la fin, c'est d'abord présenter mes condoléances à l'ensemble des hommes qui sont tombés de 2012 à nos jours. Il faudrait rendre un grand hommage à nos forces armées de sécurité qui se sacrifient tous jours, et à leurs alliés et aussi les populations qui aujourd'hui essaient de résister d'une façon pacifique et tout en essayant de maintenir le cap. Vous savez que Tombouctou, nous avons connu une période d'accalmie et cette période d'accalmie a permis à beaucoup de réfugiés de revenir. Ces derniers temps, les gens sont en train de repartir. Et ça laisse à réfléchir. Je crois qu'il faudrait que le processus de mise en œuvre de l'accord soit accéléré pour qu'ensemble, chacun y trouve son compte pour que les activités puissent redémarrer dans le nord du pays. Autrement dit, personne n'a intérêt à ce que en fait, la mise en œuvre de l'accord pour la paix soit prise en otage. Personne n'y a intérêt. Personne n'y a intérêt, parce qu'en réalité, c'est une opportunité même pour ces régions, pour ces Maliens de se ressaisir. Et d'abord, moi, j'ai dit que l'accord a été même une victoire, parce que d'abord, quand le pays a été réunifié, tout ça se retrouve dans l'accord. Quand les Maliens ont accepté de se retrouver sur une même table et parler, ça c'est une deuxième victoire. Je crois que finalement, on ne doit rien cesser. Les autres, là, c'est entre des hommes, on peut s'en parler, on peut en discuter, on peut trouver des consensus et continuer la vie. Mais l'essentiel est que le pays ne soit pas divisé, et ça, il n'y en a plus question. Je crois que les autres aspects peuvent être bien gérés, alors que les Maliens se ressaisissent un peu et qu'on arrête cette expression de la violence. Voilà, c'est sur ces propos qui s'achève le grand dialogue de ce lundi. Je rappelle que le sujet du jour, c'était l'insécurité à Tombouctou. Pourquoi tant d'assassinats non élucidés là-bas sur place? Nous en avons parlé avec 3 invités. Le premier, c'est Mamadou Djouara, il est sociologue. Le second, c'est Nouhou Togo, qui est ancien chargé de mission au ministère de la Défense. Et le troisième, il est à Tombouctou, il s'appelle Yaya Tandina, il est journaliste. À la mise en onde, il y avait Salim Djouara à la régie vidéo Gagné Kanté, réalisation Ousmane Djadje, Touré, présentation Seydou Fomba. On se retrouve demain, ce sera pour un autre sujet. À demain donc. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.